I was an overweight man living in a one-room apartment. I didn't have the money to feed myself anymore. I had no will to live. I reached my rock bottom. I stopped right there. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide. Mercredi 10 février, Canal Pourpre est allé interroger 2 acteurs de la filière courte palmipède pour comprendre les conséquences des mesures gouvernementales suite au développement de foyers de grippe aviaire dans le sud-ouest. Que nos unen en la sombra cuando vienes. Bien, c'est parti. Nous sommes dans la commune de Lunas, à la ferme de Bjorn. Son propriétaire est Yvon-Noël Artaud, qui est au bout de la table avec le pull rouge. Et Didier Margouti, vous êtes également, comme Yvon, alors éleveur ou en tout cas producteur, agriculteur, gaveur, on en reparlera. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ce qu'on appelle l'influenza aviaire, la grippe aviaire, plus communément appelée la grippe aviaire, et peut-être faire un petit point avant de vous laisser la parole. Donc en novembre dernier, si je ne dis pas d'erreur, il y a un premier élevage qui a connu cette épizootie. Ensuite, il y a eu plusieurs élevages, dont deux, je crois, près de Bossé, enfin à Bossé, près d'ici, pas très loin. Et puis finalement, c'est en gros tout le sud-ouest qui est touché. Alors le chiffre que j'avais, c'est qu'il y avait une 69 exploitations qui sont touchées par la grippe aviaire. La discussion qu'on va avoir aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera, mais n'a rien à voir avec les manifestations qui se déroulent depuis la semaine dernière dans le monde agricole, notamment du fait de la chute des matières premières et de la difficulté pour les agriculteurs de vivre, notamment dans la filière bovine, porcine et laitière. Là, aujourd'hui, on va parler de la filière avicole, on va dire avicole. Bien, alors la première question que je voulais vous poser, c'est... Tout à l'heure, Yvon, tu nous parlais de ton arrivée en Dordogne en 76, 77, la sécheresse. Après, tu as changé de production, tu es passé à la production de canards. Tu avais à peu près un peu moins d'une centaine de canards. Aujourd'hui, c'est à peu près 4000, tu m'as dit tout à l'heure. Et les normes n'ont fait qu'augmenter, les normes européennes. Alors, les normes d'hygiène, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces normes, à la fois, sont de plus en plus contraignantes, c'est aussi l'idée de la norme, et que malgré ces normes de plus en plus contraignantes, ces maladies apparaissent? Simplement parce que la réglementation aujourd'hui est devenue européenne, elle n'est plus réglementation nationale, ce que nous n'avions pas dès le départ que nous avons démarré. Et il a fallu se plier à ces normes, sinon on ne pouvait pas exister. Alors il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle un circuit court, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intervenant. On démarre les canetons d'un jour et on va les amener jusqu'à la boîte de conserve et au consommateur final sur l'exploitation. Donc on a des normes qui sont beaucoup plus exigeantes que si nous étions simplement à travailler sectoriellement parlant comme un circuit long. Le circuit long où tout d'un coup l'agriculteur ne fait qu'une partie de l'élevage ou une partie du gavage ou une partie de la transformation. D'accord, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que ces normes sont de plus en plus draconiennes. Enfin, en tout cas, les normes sont présentes. Et puis, finalement, on a une épizootie qui apparaît. Alors, est-ce que peut-être, Didier, tu voulais réagir ? Oui, alors, concernant les normes, en fait, il faut aborder les choses sous 2 angles. Le problème de la normalisation, comme tu le disais, c'est dans le cadre de la transformation, ce sont des normes d'hygiène liées à de la transformation de produits carnés qui sont qui sont un fait et plutôt une bonne évolution dans la façon dont on a appris à travailler justement dans nos laboratoires. On a donné d'abord un gage de sérieux et aussi des vraies capacités techniques à bien maîtriser l'ordre des choses en passant dans la normalisation des laboratoires CE. Alors même si ça nous a beaucoup coûté à la fois économiquement et même sur notre façon de
travailler. Je pense que, Yvon me contredira peut-être, mais peut-être pas trop non plus. Ça nous a beaucoup appris au niveau de nos méthodes de travail, de notre capacité à bien réaliser nos produits. Après, sur l'aspect hygiène d'élevage, qui serait une autre question. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux aspects de la question. Il faut bien comprendre que cette question qui est presque naïve, elle émane justement de la société civile qui pourrait penser qu'on vivrait parce que l'homme a décidé de normaliser ces pratiques dans un monde étanche à l'activité biologique naturelle. Et ça, c'est complètement une illusion d'être humain qui est dans un rapport de domination à la planète. Il est absolument illusoire d'imaginer qu'un jour, on pourrait totalement s'émanciper du monde dans lequel on vit. On en est juste les locataires et bien entendu les épidémies, qu'elles soient d'origine influenza ou autre dans le bovin, perdureront bien au-delà de l'existence de l'être humain et il n'y a pas de problème là-dessus. Après, sur la façon dont on le traite, dont on le maîtrise, là, c'est un autre aspect. Effectivement, on va vers des logiques de plus en plus draconiennes en termes de réglementation d'hygiène en élevage, mais elle est liée, cette augmentation de la pression de réglementation, à une mise en place de systèmes d'élevage concentrationnaires qui sont beaucoup plus à risque que dans les filières courtes. Je pense à la filière longue. Là, Est-ce que les élevages qui ont été touchés dans le nord de la Dordogne et l'élevage de Beaussais, on peut parler d'élevage concentrationnaire ? Alors, dans le cas de Beaussais, je ne sais pas. Dans le cas de l'élevage de la Dordogne, c'est réel. Du nord de la Dordogne, c'est réel. Le cas du point de départ n'est pas du tout, puisque c'était une basse-cour, n'est pas concerné par la partie agricole. En revanche, on peut imaginer, parce que il faut peut-être reprendre et redire ce que dit l'ANSES, qui est l'organisme qui gère, très rapidement, c'est qu'en fait, on serait parti de ce virus par une existence du virus déjà de longue date qui était faiblement pathogène et qui aurait muté en fortement pathogène. Et nous, on sous-entend, on suppose, alors on n'a pas les preuves, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais qu'à force d'être dans des schémas d'élevage beaucoup trop concentrationnaires, on a sûrement favorisé par des qualités d'élevage qui sont médiocres malgré des normes relativement aigu, on a quand même favorisé le développement de ce virus et aujourd'hui, on pense qu'on en est les victimes et pas tout à fait les responsables. Tu vas réagir, Noël, mais Yvon, pardon. Mais ce terme d'élevage concentrationnaire, alors je crois qu'à Beaussais, le premier élevage, il était de 1070 canards et le deuxième 630. Mais alors toi, tu fais l'élevage concentrationnaire avec tes 4000 canards. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Nous, en fait, les 4000 canards sont répartis par lot de 250. C'est-à-dire que notre cycle de production est un cycle de 3 semaines. C'est-à-dire qu'il nous faut... on reçoit les petits canetons qui ont un jour, qui arrivent de Maine-et-Loire. Hein. Ils arrivent d'un jour, ils sont élevés durant 15 jours dans un bâtiment. Et au bout de la 15e journée ou pour la 3e semaine, on va les mettre un petit peu dehors, moitié de bâtiment, moitié dehors, et ensuite ils vont être complètement dehors. Ça, c'est le départ de notre lot de canards. Ensuite, ils vont être rentrés sur des parcours. Sur les parcours, ils vont y rester toute leur vie durant, jusqu'au moment où nous les rentrerons en gavage. C'est-à-dire parcours, ça veut dire des espaces arborés ou herbés, de manière à pouvoir déjà les faire vivre en plein air. Et 3 semaines après, nous allons recevoir à nouveau un autre lot de petits canetons. Donc on a en permanence 5 lots de canards sur l'exploitation, se répartissant à peu près sur 3 hectares, à raison à peu près de 11 parcs de canards. Hein. Donc on a un vide sanitaire qui est effectué réellement toutes les 3 semaines. Okay. Voilà. Et puis c'est pour cette raison que nous, les 4000 canards, ils se feront dans l'année, ils ne seront pas sur une semaine. Et les deux sites qui ont été contaminés, ce sont des personnes qui reçoivent des canards prêts à gaver, donc qui ne savent pas d'où ils viennent, pas toujours. Ils ne savent pas comment ils ont été élevés, savoir s'ils ont eu des stress, s'ils ont eu des maladies, s'ils sont fragilisés, on ne le savent pas. Alors que lorsque nous élevons nous-mêmes, on suit les productions de A à Z.
Donc, à ce jour, on peut se dire avec une certaine fierté que le mot antibiotique est apparu que très très rarement sur l'exploitation, uniquement ponctuellement sur un cas où tout d'un coup les choses se présentaient difficilement à cause du temps, comme actuellement. Vous voyez, il fait chaud, il fait froid, il y a de l'humidité. À ce moment-là, on peut avoir peut-être des problèmes de maladie, mais on va les résoudre très rapidement. Donc une des causes, avancer, on va avancer après, mais une des causes serait peut-être cette méthode de production, on peut dire capitalistique ou je ne sais quoi, industrielle, qui provoquerait, qui aurait provoqué, enfin qui faciliterait l'apparition de l'épidémie. Là, il faut rester prudent sur tout ça parce que nous, on ne tient pas à être dans une accusation, mais on présuppose quand même qu'à chaque fois qu'on intensifie l'élevage, on augmente le risque sanitaire. C'est une réalité et ça, c'est pas des attaques, c'est pas des affabulations, c'est une réalité. Voilà. Donc, ce que nous, on essaie de dire, c'est que nos méthodes d'élevage en circuit court sont beaucoup moins concentrationnaires et beaucoup moins à risque. Et pourquoi on argumente ça ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une transposition, pour bien comprendre aujourd'hui ce qui nous fait bondir dans l'influenza aviaire, au-delà du problème du vide sanitaire qui nous est imposé et dont on ne se sent ni les responsables ni concernés, c'est que justement on est victime de cette décision et à l'origine de cette décision, on a l'impression qu'il y a d'autres réalités que les réalités de nos élevages. En fait, on a des animaux pas malades aujourd'hui, il faut bien comprendre. Deuxièmement, on sait qu'il y a une forme de gesticulation géopolitique là derrière, puisque la communauté européenne met une pression phénoménale sur la France en lui disant garde ton virus en gros chez toi et prends les mesures nécessaires pour éviter qu'il se propage, pour éviter effectivement la contamination. Donc, il faut donc de la fermeté de la part d'un ministre de l'Agriculture pour effectivement rassurer ses collaborateurs européens. Et d'autre part, il y a une énorme pression qui est faite sur le ministre pour réacquérir le statut d'indemnité sanitaire, qui est le Graal absolu pour pouvoir continuer à exporter de la volaille en France. C'est pas forcément du canard, parce que le canard pèse absolument rien dans la balance commerciale française, même si c'est un gros marché pour nous, pour pas mal d'acteurs, ça reste insignifiant dans le marché à l'international de l'exportation de la volaille. Et ce fameux Graal, il faut absolument qu'il le récupère, et le ministre est obligé donc de prendre des mesures fortes pour rassurer tout le monde et les marchés, et dire qu'il a fait quelque chose. Donc derrière, la filière courte se retrouve avec une décision dont elle n'a que faire, mais dont elle est la première victime collatérale, et sachant qu'elle n'a pas du tout les moyens de réagir, de s'adapter, de contester, de par son faible volume de production. Alors, si je vous entends bien, on entend ici un discours. En gros, vous dites que le principe de précaution qui se met en place par l'État français, peut-être avec des dispositions aussi européennes, ne vous concerne en rien. Vous êtes un peu victime du vide. Enfin, c'est le vide sanitaire qui va se mettre en place là. On va l'expliquer après. Vous ne voyez pas pourquoi on vous impose cette mesure de principe de précaution qui vous paraît être injustifiée, ou en tout cas ce serait une forme de double peine, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir produire et on verra après les conséquences sur votre production et sur votre économie. Donc en gros, moi ce que j'entends, c'est que c'est comme si vous étiez détaché d'une sorte de co-responsabilité de la filière canard, quoi. Alors en effet, on ne partage pas la co-responsabilité, c'est un bon résumé, et en même temps, on en remet en question les principes sanitaires, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas, on n'est pas d'accord avec déjà l'origine du problème, on se sent victime et pas responsable, et pourtant on va avoir du mal à s'adapter. Et en même temps, on n'est pas certain que ce qui est proposé soit la bonne solution pour y remédier. Et le dernier point, avant de laisser la parole à Yvon, c'est que derrière tout ça, va nous être proposé ou imposé un protocole d'élevage dit biosécuritaire qui sera la transposition parfaite justement des obligations sanitaires fortes qu'on est obligé de mettre en place dans des systèmes d'élevage dits concentrationnaires, intensifs, qui sont d'abord inapplicables à nous et deuxièmement qui sont une aberration puisqu'on est tenu d'appliquer des méthodologies dont on n'a pas pour lesquelles on n'a pas la même pression sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes logiques. Donc du coup, on n'a pas la même pression et on nous fait des transpositions de textes adaptés à une filière qui n'est pas capable de s'adapter économiquement et qui n'a pas les mêmes raisons de s'adapter sanitairement.
Donc l'institution ne répond pas à la diversité du type de production et imposerait de façon uniforme ce que vous avez appelé de biosécurité, la biosécurité. Avant de revenir et de continuer sur les conséquences, Yvon, est-ce que tu peux rappeler quelles ont été les décisions prises par le ministre, notamment ce vide sanitaire, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans les productions concernées là, du Grand Sud-Ouest? La première décision qui avait été prise, c'est qu'à partir du 15 janvier, nous ne pouvons plus nous approvisionner en canneton. Ça a commencé là. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'il fallait attendre le mois de mai, et on ne sait pas encore si au mois de mai, on pourra déjà s'approvisionner en canneton. Donc, ça va nous faire un retard de production de 4 mois. Ce qui fait qu'une fois qu'on va avoir ces petits cannetons, si on les avait au mois de mai, au mois de juin, ils ne seront disponibles sur le marché qu'à partir du mois de septembre, octobre, novembre. Donc ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'une grande part de marché ne va pas pouvoir être faite, notamment pour ceux qui font de la vente directe. Tout l'été, ils ne vont pas pouvoir avoir de canards. Parce qu'en fait, ça va correspondre à la période de juin à septembre, c'est ça? La production de tous les élevages, parce que pour la part des productions fermières, il faut à peu près 16 semaines pour faire un canard. Et 17, 18 pour qu'il soit gras. Donc de ce fait-là, on n'aura pas de disponibilité de canard, donc pas de magret, pas de foie gras frais à mettre sur le marché. Ça va être le gros problème. Donc pour être bien clair, la production, enfin l'élevage, les canards actuels ne sont pas exécutés, je ne sais pas si le mot est... ne sont pas abattus. Non, c'est le système concentrationnaire, ça doit être pour ça. Donc ils ne sont pas abattus. Par contre, impossibilité de faire venir des cannetons avant avril-mai. Mai, juin, je ne sais pas, on n'a pas encore les arrêtés, ça y est. Les dates sont fixées. Ça y est. Ouais. Alors c'est Alors Didier, toi tu n'es pas éleveur, tu es gaveur, tu me disais tout à l'heure. Mais je suis beaucoup moins concerné par le problème de l'élevage, mais forcément en voie de conséquence je le suis aussi, puisque si mon éleveur ne peut pas élever, il ne peut pas me fournir de canards. Mais effectivement, je ne suis pas dans la même situation que Yvon, et il se trouve que mon vide sanitaire à moi personnel, pour des raisons d'organisation d'exploitation, tombe à peu près dans la période de vide sanitaire qui est imposée. C'est-à-dire que moi je finis mon dernier lot en avril et je reprends en septembre. Donc la question pour moi va être de savoir est-ce que je vais avoir des canards en septembre ou en octobre. Mais c'est une question à laquelle on va vite répondre, et moi j'essaie de m'activer autour de ce sujet pour les autres, et peut-être plus que pour les autres que pour moi en fait, parce que cette décision me révolte. Mais après, pour bien comprendre aujourd'hui, les problèmes sont devant nous. Ceux qui sont en gavage continuent de gaver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut bien dire aux gens qu'aujourd'hui, on continue, 1, à gaver, 2, à produire, 3, à vendre, et il y a de la marchandise à vendre. C'est une réalité, puisque le vide sanitaire a été décidé donc, d'être effectif au 29 avril. À partir du 29 avril, il n'y aura plus de canards dans les élevages, ni dans les salles de gavage. Et le vide sanitaire donc, va commencer, puisqu'il s'agit d'un vide sanitaire simultané sur 18 départements qui doit être concomitant à tous les départements. Et c'est un instant T qui va du 29 avril au 15 mai, a priori, avec une petite dérogation sur le 9, mais je ne rentre pas dans les détails techniques, le 9 mai, qui va durer en gros 10 à 15 jours, où on aura 0 animaux en élevage ou en gavage pendant cette durée-là. Seuls les accouveurs auront, après vérification qu'ils n'ont pas influenza aviaire dans leur reproducteur, le droit de conserver des animaux, donc claustrés bien entendu. Tous les autres seront arrêtés. Voilà. Et à partir du 15, on aura le droit de remettre en élevage des petits canards, donc des cannetons de jour, qui vont resuivre un cycle et repermettre le démarrage du gavage. 16 semaines après, 15, 16 semaines après, 14 pour d'autres, ça dépend des rythmes d'élevage des uns et des autres. Mais effectivement, le gavage reprendrait autour du 15 août pour les premiers, et sûrement donc tout le mois de septembre avec des canards disponibles. La question, c'est que lorsqu'on interrompt un roulement comme celui de la mise en élevage, forcément, il y a des conséquences collatérales au niveau des élevages, des accouveurs. C'est savoir qu'ils vont remettre en route leur machine. Au niveau de l'éclosion, on ne sait pas comment ça va se passer. Puis il faut bien comprendre qu'à partir du 9 ou du 15, tout le monde va vouloir des petits canards en même temps. Là, à l'instant T, il est évident que cette semaine-là, tout le monde n'aura pas ces petits canetons. Ça veut dire que le caneton va valoir très très cher si on est dans une logique de l'offre et de la demande. Pas forcément. On verra. Je pense pas, non, je crois pas. Par contre, ça, vous allez sans doute avoir des répercussions sur le prix du magret aujourd'hui sur les marchés. Ça, c'est certain. Ça va coûter beaucoup plus cher, c'est ça? D'ailleurs, de loin, de très loin.
Et automatiquement, il va avoir des frais et puis, ils vont en profiter. Parce que derrière effectivement, cette crise aviaire, il y a aussi une crise économique parce que les industriels ont produit énormément et ils ont des stocks très, très importants de foie gras qu'il faut qu'ils liquident. Mais ça paraît pas encore dans les textes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'ils vont profiter de ce vide sanitaire pour écouler leur production? Tout à fait, tout à fait. Même, nous, on pense même, pour être très cynique, qu'à un moment donné, les 3 entrées, pour bien comprendre le problème de la grippe aviaire, donc le résumé qu'on pourrait en faire, c'est qu'il y a un vrai questionnement sanitaire d'ordre agricole, qu'on soit bien d'accord, c'est bien une question sanitaire pas humaine, parce que ça a été des fois avancé, maintenant on est sorti de ça. Mais derrière, la réponse dont on a parlé, c'est-à-dire les décisions géopolitiques à prendre pour les raisons donc, de balance commerciale. Et puis derrière, on pense que la filière longue, qui est représentée par le CIFOG, n'a pas forcément était opposée à ce vide sanitaire parce qu'elle pouvait répondre. Il y a 2 ou 3 gros groupes en France dont il se dit que les congélateurs sont tout à fait regorgent de matière, qui se sont dit c'est peut-être l'occasion de se faire accompagner dans cette crise, dans ce vide sanitaire économiquement par des aides pour répondre au problème du chômage, enfin bref, avec des solutions techniques et économiques portées par la collectivité pour pallier à ce vide sanitaire et en même temps se permettre de vider un petit peu les stocks des congélateurs. Voilà un peu ce qui est supposé. Alors c'est peut-être de la médisance, là on s'avance un peu parce qu'on voit qu'on est à la télé, alors on n'est pas sur TF1, mais donc je pense que... Mais en tout cas c'est des questions qu'on se pose et on en a marre d'être un petit peu naïf et de ne pas vouloir des fois dire ce qu'on ressent. Et on a quand même l'impression qu'effectivement il y a eu plusieurs jeux qui ont été joués dans cette prise de décision et nous on a le sentiment d'être un peu les idiots de service, quoi. Voilà. Oui, vas-y, Yvon. Et les décisions qui ont été prises au début janvier, déjà avaient été prises bien avant, c'est-à-dire au mois de décembre, déjà des décisions avaient déjà été prises. Et on a été, nous, prévenus que plus tard, bien plus tard. Alors, tu as parlé du CIFOG, donc c'est le comité interprofessionnel de foie gras, palmipèdes et foie gras, quelque chose comme ça. Et ça a l'air d'être l'interlocuteur idéal pour l'État, visiblement, parce qu'on entend beaucoup parler du CIFOG, qui aurait estimé, d'après ce que j'ai lu, la perte, alors je ne sais pas comment on fait pour estimer une perte, à 300 millions. Est-ce que ça englobe le fait que les salariés ne vont pas pouvoir travailler pendant 3 mois, par exemple? Alors, ces 300 millions, comment est-ce qu'on arrive à estimer le fait de la perte de cette filière-là à 300 millions d'euros? Il va y avoir, mettons, qu'on prend Bergerac, je pense que Bergerac avec Palmigor va avoir de gros problèmes parce que déjà, pour relancer les machines de l'abattoir, déjà, ça pose un problème parce que même les week-ends suffisent déjà à ce que le matériel se détériore parce que les roulements se grippent et donc il va y avoir un gros problème de ce côté-là. Bon, il va y avoir un chômage technique. 30% va être pris par l'État. 70% par l'État et 30% par l'entreprise. Donc ça va encore poser des problèmes économiques. Et après, il faut remettre tout en place. Et c'est assez compliqué. On n'arrête pas, c'est comme un haut fourneau, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain comme ça, sans que la reprise ne soit difficile. Alors de cette estimation, bon, c'est vrai que c'est assez difficile, j'imagine qu'ils ont fait leur compte peut-être. Ah, Yvon, tu peux aller répondre au téléphone, on va continuer avec Didier. Est-ce que, j'ai lu aussi que donc l'État va participer, va dédommager, il y aura des dédommagements. L'Europe, tu parlais de l'Europe tout à l'heure, alors c'est paradoxal, à la fois impose et puis va aussi participer à ces dédommagements. Mais comment ça va se passer? Parce que souvent, que ce soit les subventions européennes ou les dédommagements, c'est souvent pas toujours ceux qui en ont le plus besoin qui les reçoivent. Est-ce qu'à part le CIFOG, il existe, je sais pas moi, des organisations? Est-ce que tu vois, tu es syndiqué par exemple? Est-ce qu'il y a des institutions, des organisations en place pour faire le lien entre l'agriculteur et l'institution, l'État ou l'Europe? Bon, alors là, il y a plusieurs questions. Puis il y a celle juste d'avant, sur l'enveloppe des 300 millions. C'est donc le ministre qui a annoncé cette enveloppe-là, mais qui s'est transformée en 130 millions d'euros, je crois, à ce jour. Donc 40 pour les accouveurs et 90 pour toute la filière. Donc la filière élevage-gavage. Et alors pour aussi redire ce que Yvon disait, le chômage technique, lui je pense qu'il n'est pas comptabilisé dans parce c'est une autre enveloppe. C'est-à-dire que je pense que l'indemnité des 90 millions d'euros serait destinée à vérifier, si je ne dis pas de bêtises, mais destinée plutôt à de l'indemnisation de perte de production.
pour la filière. Voilà. Après, on est en plein dessus sur le sujet à l'heure actuelle et il paraît évident que cette enveloppe ne suffira largement pas. Comment a été fait le calcul? On a du mal à y répondre. J'imagine que quand la décision a été prise, et c'est pour ça que le ministre se targuait justement, alors ça va faire le lien avec la deuxième question, donc avec le CIFOG, ils ont dû effectivement estimer un nombre de canards de pertes de canards produits pour la période du vide sanitaire et derrière faire une multiplication et qui donnerait une indemnisation. Je pense qu'au départ, ça a dû être fait à la louche et après, bien entendu, on affine. Ce qui a dû donner cette proposition de 300 millions d'euros qui, en définitive, n'est pas 300 millions d'euros. Et à ce jour, c'est pas ça. Oui, moitié moins. C'est 130 millions, dont 40 millions pour les accouvreurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque département aura peut-être le loisir, même si la compétence en matière agricole n'est plus tellement au département, sauf cas de crise ou des choses comme ça, je sais qu'ils ont une petite enveloppe. Et après, la région, en tout cas en Aquitaine, a l'air de se positionner pour mettre la main à la poche pour les accouvreurs. Et pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres informations concernant des indemnités sur le reste de la filière. Là, tout est en train de se jouer à partir de maintenant, c'est-à-dire que encore une fois, le vide sanitaire étant devant nous, les pertes aujourd'hui ne sont pas réelles, elles sont annoncées mais pas effectives. Donc c'est la Chambre d'agriculture. Alors nous, au niveau du département, on s'est fédéré, on a fait une intersyndicale qui s'appelle l'Union départementale 24 pour défendre les intérêts de la filière courte, justement au niveau du département. Excuse-moi, qui n'est pas simplement la production avicole. L'UD24, c'est toute forme de production agricole ou... Non. Cette union départementale concerne uniquement la filière palmipède, donc c'est-à-dire oie canard, et on précise en filière courte. Et elle a comme motivation, alors elle a comme historique une action qui avait été déjà portée par cette organisation dans le cadre de l'IGP et des normes sanitaires justement. Et puis cette association était inactive depuis quelques années et donc l'idée a été de la réactiver autour du problème de la crise d'influenza aviaire et pour que justement les pouvoirs publics et les institutions aient un interlocuteur qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière au niveau du département. En filière courte, on précise bien, on considère que la filière longue est bien représentée soit par ces groupes de production commerciaux, soit par le CIFOG. Et même si le CIFOG dit nous représenter, on a l'impression qu'il nous oublie parfois. Hein. Mais en tout cas, nous, on avait besoin en tout cas de porter notre voix et nos problèmes auprès du préfet, et de la députée aussi, puisque Brigitte Allain est intervenue. Est-ce que les institutions, est-ce que les élus ou les institutions d'État vous reconnaissent en tant qu'interlocuteur, j'allais dire oui, légitime? Est-ce que vous avez un droit de, je sais pas, est-ce que vous aurez un droit de regard sur la distribution de l'indemnisation, ça me paraît. Oui, non, alors on n'est pas reconnu en tant qu'interlocuteur au nom de cette union dont je viens de parler, mais l'agriculture est organisée dans sa représentation par un système syndical, comme toute corporation. Et donc le paysage syndical agricole, on le connaît, hein, c'est donc la FDSEA qui domine, avec 3 autres syndicats qui sont relativement actifs, les JA qui sont dans le sillage de la FNSEA. De la FDSEA. Et puis après, il y a la coordination rurale qui est très peu active donc, sur le département dans la filière palmipède. Hein, et puis la Confédération paysanne, dont je fais partie et y va aussi. Ça représente quand vous dites qu'elle est majoritaire, c'est-à-dire que ça fait... En termes de voix, il représentait environ 60%. Et puis après, les autres se partagent le reste, grosso modo. Hein. Voilà. Et donc, la Confédération paysanne a énormément été active sur le dossier de l'influenza aviaire. Elle a été à l'initiative d'une réunion pour recréer l'Union départementale 24. Mais, encore une fois, pour être très humble, on a voulu cette réactivation-là et l'Union départementale n'a pas la couleur syndicale de la Confédération paysanne, elle a une couleur neutre, en tout cas on l'espère. Voilà, mais ça regroupe absolument tout le monde. Et quand on s'exprime au nom de la filière courte, quand on s'exprime au nom de l'Union départementale, on n'annonce pas qu'on est la Confédération paysanne. C'est pour ça que je réponds à cette question maintenant, mais je pense que quand on est là avec Yvon, on veut plus porter le message de la filière
donc courte, et de tous les producteurs de la Dordogne en filière courte, plutôt que l'étiquette Confédération Paysanne, dont par ailleurs on est très fiers parce que on revendique beaucoup de choses et des choses qui sont aujourd'hui, pour faire le lien avec la question de ce qui se passe dans la filière agricole aujourd'hui et du problème des prix et tout ça, et pour ne reprendre que l'exemple des quotas dont on a, nous, hurlé qu'on était contre le fait de les abandonner et qui nous ont donné raison à peine un an après. Le marché libre ne marche pas. Le marché libre en agriculture est une catastrophe. Donc, voilà. Et bon, c'est difficile de revenir après sur le sujet de la grippe aviaire à partir de ça, mais la Confédération paysanne, en tout cas, est active et pose des questions, en tout cas, sur la grippe aviaire et pose des questions, justement, sur la façon dont on fait des choix d'élevage et des conséquences derrière, voilà, économiques et surtout des choix stratégiques à dimension démesurée. On a des décisions démesurées. D'accord. Vous devez tous les deux être contents des textes, des communiqués, des positions prises par la députée en ce qui concerne la grippe aviaire. Et puis, on ne va pas parler non plus de cette proposition d'interdiction du gavage là, qui avait été proposée par une députée écologiste. On va passer à autre chose. Mais oui, c'est intéressant. Pourquoi tu veux qu'on en parle, Christine ? Bon, non, je pense que... est-ce que... oui, puis une des conséquences que j'avais notées, c'est que le Japon allait interdire, ou a interdit d'ailleurs, l'importation du foie gras français, mais en fait, ça vous concerne pas, ça, parce que vous n'exportez pas à l'étranger. On est dans la filière courte, donc ça concerne que des entreprises qui sont dans une logique beaucoup plus mondialisée. Je pense que c'est des effets d'annonce. Je pense de toute façon que le marché japonais ne doit pas être un gros marché au niveau du foie gras. La Chine commence à s'éveiller, c'est-à-dire qu'elle-même se met à faire du foie gras. Bon, mais ça reste quand même très anecdotique. Ça ne nous concerne pas, sauf que si la décision qui a été prise, elle émane bien de ces questionnements-là, à savoir le fameux certificat d'indemnité sanitaire qui fait que certains pays disent « hop, moi je rentre plus de foie gras ou je rentre plus de poulet », et derrière un ministre qui est obligé de réagir, et donc par voie de conséquence des décisions plus ou moins pertinentes, mais en tout cas des décisions affichées qui rassurent. Voilà, efficace ou pas efficace, on n'en sait rien. Justifié ou pas justifié, on n'en sait rien. Faire du dégât sur les petits producteurs qui ne sont pas concernés par l'export, c'est pas très grave. Donc, d'une question qui n'est pas si éloignée que ça du sujet, on peut arriver jusqu'à nos problèmes, effectivement. Bien, bah écoutez, on a fait un peu le tour. Je voulais juste reprendre quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est le biosécuritaire. Moi, ça me paraît bizarre, cette dénomination de biosécuritaire. J'ai bien compris que ça va être des choses imposées à des modes de production qui n'ont rien à voir. Tu disais tout à l'heure que ça ne pourrait pas se mettre en place. Mais est-ce que ce biosécuritaire est une conséquence de la grippe aviaire ou c'est déjà quelque chose qui allait se mettre en place, qui était prévu et en fait, ça consiste en quoi, le biosécuritaire ? Pour être plus précis, qu'est-ce qu'on va exiger des producteurs ? Une traçabilité générale, c'est-à-dire de tous les élevages, ça c'est la première chose. Et après, c'est de pouvoir entretenir et nettoyage et pratiquer le vide sanitaire dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que effectivement, c'est plus facile de nettoyer un sol carrelé que nettoyer des parcours des prés. Voilà. Alors, ce qu'il faut, pour bien comprendre ce que veut dire le mot biosécuritaire, là, il faudrait le recoupler au mot principal qui est protocole biosécuritaire. Donc, ce qui est proposé après ce fameux vide sanitaire, c'est de ne pas s'arrêter à ce vide pour éviter donc, que des épidémies se reproduisent et de proposer une réorganisation des modes d'élevage. Donc là, on ne parle pas du gavage, on parle bien de l'élevage, de la période du caneton à un jour jusqu'au moment où il va rentrer en salle de gavage, de reproposer un autre modèle d'organisation donc, qui repose sur une logique de bande unique et d'unité de production. Alors, il ne faut pas rentrer dans des choses trop techniques, mais avec l'idée qu'on devrait avoir à chaque lot d'élevage un âge unique et une espèce unique, de façon à ce que dans les exploitations, on puisse isoler sanitairement chaque lot, de façon à éviter, avec des sas de décontamination,
toute une panoplie de documents donc rassemblés sous un système documentaire qui nous imposerait de bien tracer, d'organiser, de dessiner notre façon de faire et de l'écrire sur papier, ce qui générerait pas mal de travail. Ça encore, on pourrait imaginer que ce soit faisable, même si c'est très lourd, mais ça remettrait en question les multi-espèces. Alors, à force de négocier, là, a priori, savoir que la question d'avoir des pintades, des poulets, des canards juste à côté serait un problème, sachant qu'il y a énormément de petits éleveurs qui pratiquent ça et puis qui s'en accommodent et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas plus de problèmes sanitaires que les autres. Mais au nom, justement, on retrouve donc les fameuses logiques surhygiénistes, donc qui ont leur sens dans des systèmes dits poussés, puisqu'ils ont une pression sanitaire forte liée à leur système concentré. Nous, on se retrouve avec une méthodologie d'organisation qui nous est transposée à des systèmes dont la pression sanitaire n'est pas du tout la même et qui remet en question l'existence même de certaines exploitations. Parce que si on applique ce texte tel que le décret est sorti, là, parce qu'il est sorti mais pas applicable, il y a des façons, il y a des éleveurs qui ne pourront plus élever tels qu'ils le font aujourd'hui. Ça va leur demander des investissements, donc peut-être en bâtiment, parce que les plus vétustes doivent être rasés. Ensuite, si jamais il y a cohabitation justement de différentes espèces, il faut qu'il y ait des séparations entre les espèces. Par rapport aux âges, on ne l'a pas fouillé dans tous les détails, et puis ce décret d'application qui est paru au journal officiel il y a 2 ou 3 jours doit être agrémenté de textes du ministre pour faire justement pour se mettre à la portée de la filière courte. C'est ce qui est annoncé en tout cas. Donc on n'a pas tous les éléments pour voir comment ça va se décliner, mais a priori, ça restera quand même relativement contraignant. Et c'est pour ça que nous, on veut mettre un peu la pression, continuer à mettre la pression sur les instances du ministère pour leur dire il va falloir être très, très compréhensif pour que ça soit juste applicable. Parce que ce que vous proposez aujourd'hui, c'est la fin de la petite agriculture qu'on aime bien défendre comme image commerciale, voire folklorique. Oui, c'est très bien de parler de ça, parce que moi, c'est mon analyse depuis longtemps. C'est quand même l'impression qu'aujourd'hui, dans cette espèce de professionnalisation et de cette pression de la rentabilité, on est en train de mettre en place des usines type 1000 vaches, mais qu'on va transposer à tous les modèles agricoles, et qu'à côté de ça, on gardera quelques clowns, pour décorer le paysage et faire croire que l'agriculture est belle, avec l'apogée de ça au Salon de l'Agriculture, où on montre la ferme France, mais en fait, des paysans, il n'y en a plus, mais il en faut encore quelques-uns pour décorer le paysage. Voilà. Un peu comme l'exposition coloniale dans les années 30, quoi. Là. Voilà, bien. Donc, justement, je voulais juste poser cette question pour terminer. Ces 30 glorieuses qui n'ont pas été si glorieuses que ça, qui ont imposé une mécanisation, une modernisation à outrance, les intrants, etc. Vous avez quand même réussi, vous, à mettre en place une agriculture, alors, je ne vais pas dire raisonnée, parce que ce terme peut dire plein de choses, raisonnable, une agriculture à peu près normale, quoi, pas trop couillonne. Mais votre métier a quand même beaucoup évolué depuis, enfin toi, Yvon, je sais, toi, je sais pas trop, mais votre fonction même, enfin, d'agriculteur a beaucoup évolué. Ce que tu dis, c'est quand même pas très très optimiste. Voilà, c'est pas très optimiste. Ça rassure pas forcément. Mais est-ce que vous avez une petite, je sais pas, lumière ou éclaircie dans les années à venir pour terminer là-dessus? Disons que l'évolution, effectivement, nous l'avons acceptée, nous l'avons suivie, nous l'avons même parfois anticipée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit plus beaucoup de lumière. Et le souci, c'est qu'on voit plutôt des coins sombres sur lesquels on ne sait pas si demain, un jeune pourra s'installer, devenir paysan comme nous l'avons été et pouvoir vivre de notre métier. Ça va être la grosse difficulté de demain, de trouver effectivement des jeunes qui accepteraient de travailler avec une incertitude, sachant qu'on aura quand même des investissements lourds pour pouvoir s'installer. Voilà. Didier, pour terminer. Oui, alors effectivement, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut demander l'optimisme, c'est pas toujours bon fort, mais effectivement, le monde agricole est profondément en train de muter. Il est en train de se décliner à 2 vitesses. Ceux qui ne voudront pas accepter effectivement de marcher au pas au rythme de cette intensification auront du mal à résister. Moi, mon combat à la Confédération paysanne, c'est de se battre pour une agriculture dite paysanne et la plus traditionnelle possible.
Le problème, c'est qu'elle n'émane pas de décisions politiques, contrairement à ce qu'on peut croire. On a toujours tendance à dire que c'est les politiques qui nous gouvernent, qui sont mauvais. La question, elle est d'accepter le libéralisme à outrance ou pas. Quand on accepte le libre-échange dans le monde agricole, on se soumet à des règles du jeu qui sont peut-être valables pour fabriquer des Airbus ou des voitures, mais qui sont totalement dangereuses pour le monde agricole, et pas que pour des raisons économiques pour vivre de son métier. Tout simplement, on peut affamer les gens à un coin du monde si on adhère à cette logique-là. Et en plus, on voit aujourd'hui qu'effectivement, les paysans peuvent, quand ils veulent jouer les gros bras, comme ont voulu le faire nos syndicats majoritaires sur les marchés à l'international, eh bien, on voit qu'il y en a toujours un qui est plus compétitif. Donc cette compétitivité à outrance est permanente, cette compétition sans fin, elle a ses limites, et aujourd'hui, on les voit. Et en plus, elle a des limites de type donc économique. Donc ça ne marche pas, des limites de type social, puisqu'elle met beaucoup de monde au chômage, puisqu'on est toujours dans la rationalisation, l'économie d'échelle, et donc la performance. Donc il faut toujours faire plus avec moins de temps. Donc évidemment, on paie, effectivement, on est rentable de façon directe, mais on est complètement pas rentable de façon indirecte quand on est obligé de cotiser pour payer les gens au chômage. Et dernière chose, elle est totalement déstabilisatrice, voilà, de l'écologie. C'est-à-dire qu'on est dans des limites indirectes par voie de conséquence de cette agriculture-là. On est dans des limites physiques de la planète. Donc ça ne fonctionne pas. Lorsqu'on est sur de la performance économique, on nivelle les prix par le bas. Les paysans n'en vivent plus, et derrière, en plus, il faudra mettre de l'argent public pour réparer les dégâts. Donc, on mutualise les pertes et on privatise les profits au profit des multinationales, qui ne sont les seuls bénéficiaires, les seuls de cette mécanique-là, et il faudra bien arriver à le comprendre. Donc, pour répondre à ta question sur est-ce que je suis optimiste, eh ben, quand je dis ça, eh ben, je ne suis pas très optimiste, mais après je me dis que l'agriculture est un métier exceptionnel. Et il faudra aussi que les gens comprennent que pour qu'on puisse arriver à une agriculture sage, stable et qui rémunère, elle a un coût. Et ce coût, aujourd'hui, il va bien au-delà des 15% du panier de la ménagère, qui est le chiffre d'aujourd'hui. Je pèse mes mots, j'aimerais que ça soit entendu. 15% du panier de la ménagère, c'est le budget qu'on met sur son alimentation aujourd'hui. Il y a 40 ans, la ménagère, ou le ménager, parce qu'on est très machiste dans notre sémantique, mais elle mettait 70%. Voilà. Et aujourd'hui, notre budget, c'est du téléphone, du loisir, des voyages. Je suis rien contre, je suis tout à fait moderne, j'aime voyager. Ça, mais je pose des questions qui me concernent aussi, je ne m'exonère pas de ça. Mais la question de fond, elle est là. Si on veut une alimentation correcte, saine, potable, il faudra forcément faire des choix de société. Et puis se demander à quoi on tient. Alors Yvon, il est parti, donc voilà. Il va revenir, écoutez, merci à tous les deux. Il va revenir dans le champ de la caméra pour saluer notre télé. Des fois, on l'appelle Canard Pourpre, donc ça tombe bien, hein. Canard Poulpe. On va aller faire quelques plans de coupe. Merci à tous les deux, et puis à plus tard, peut-être pour la suite, après le vide sanitaire, pourquoi pas. Merci. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tú... I was an overweight man living in a one-room apartment. I didn't have the money to feed myself anymore. I had no will to live. I reached my rock bottom. I stopped right there.